Jamais on n'a autant parlé de l'histoire au Maroc. Entre storytelling et rigueur scientifique, les grands oublis, les tabous, comment retrouver l'histoire vers notre passé? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mouna Hachim, romancière, essayiste et chercheur en histoire. Mouna Hachim, bonjour. Bonjour, Fedwa. Merci de nous avoir reçus chez toi, ici. Merci à vous, marhaba. J'aimerais poser une question par rapport à l'histoire du Maroc. Depuis quelques années, nous remarquons un engouement nouveau pour l'histoire du Maroc. Alors, comment décrirais-tu ce rapport des Marocains à l'histoire et est-ce qu'il a évolué depuis le temps que vous travaillez sur l'histoire du Maroc? Oui, effectivement, l'engouement, il est manifeste. On le remarque depuis déjà quelques années. On remarque que la presse s'y intéresse, que des magazines spécialisés naissent, les plateformes numériques aussi s'en emparent, la littérature aussi, évidemment, pour dire au fait que l'histoire peut être abordée autrement, en adoptant des formats plus courts, plus vivants, plus attractifs, et qui sont susceptibles aussi de créer de l'émotion et du débat. Alors pourquoi cet engouement? C'est la question qu'on pourrait se poser, et de dire qu'au fait, dans un contexte où des thématiques comme l'identité, comme la mémoire, comme l'appropriation culturelle reviennent au centre, c'est normal que ça soit accompagné au fait par ce besoin de se réapproprier notre histoire. Et puis je dirais aussi d'une certaine manière que les Marocains, même si c'est pas manifeste ouvertement, mais je veux dire par rapport à leur rapport à l'histoire, mais ils le manifestent différemment, de manière peut-être plus subtile. On peut le voir dans l'attachement aux traditions, dans l'attachement au territoire, attachement à la religion, attachement à la monarchie, attachement aux institutions. Il y a aussi ce patrimoine matériel qui est immense. Donc il y a une prise de conscience par rapport à... Il y a aussi ce qu'on peut appeler une ipséité, un besoin de se raconter, de se dire. C'est ça, mais c'est-à-dire cet ancrage, on le reconnaît, et cette histoire, elle est silencieuse, mais elle est là, elle est présente, elle est vivante. Et puis, depuis quelques années, évidemment, il y a eu des avancées constitutionnelles dans le sens de la reconnaissance de différentes composantes de notre identité. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important parce que ça permet d'aborder l'histoire autrement, parce que l'histoire permet de comprendre ces différents ancrages. Et puis, peut-être, il y a aussi un point important, c'est une rupture nécessaire qui a été effectuée par rapport à l'enseignement classique de l'histoire. Tout à fait. On a été habitués, en tout cas de mon temps, de ma génération, j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé malheureusement, mais en tout cas l'enseignement classique de l'histoire était caractérisé par un côté assez institutionnel, assez linéaire, assez sec aussi, et assez rude, avec une succession de dates, d'événements. C'est-à-dire qu'on apprend systématiquement, mais on ne comprend pas forcément. Et puis depuis, il y a eu quand même la redécouverte d'une histoire beaucoup plus humaine, beaucoup plus incarnée, beaucoup plus narrative. Et à partir de là, l'histoire est devenue au fait une aventure à la fois intellectuelle et émotionnelle. Et c'est ça qui nous manquait. Et puis je pense qu'on pourrait dire aussi que
dans un monde un petit peu en plein chamboulement, et on parle beaucoup de mondialisation et de ce monde qui est un village, mais au fait dans ce grand village on est un petit peu perdu, et l'histoire elle est à même de nous donner des éclairages qui nous permettent de nous situer, et puis qui nous de naviguer dans... C'est ça, voilà, des repères. J'ai une question par rapport à ça. Alors qui dit histoire dit en fait la phrase qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors justement, qui a écrit notre histoire, l'histoire que nous avons aujourd'hui? Qui a écrit notre histoire? Eh ben, vaste question. Ben, je pourrais dire que déjà cet engouement pour l'histoire n'était pas évident il y a quelques années, quelques décennies, ni quelques siècles. Il y a quelques historiens depuis le XVIIe siècle ou quelques intellectuels qui ont noté le manque d'intérêt de leurs compatriotes pour l'histoire. Je peux citer comme ça Al-Arabi al-Fassi ou Mohamed Ben Ja'far Kattani qui vraiment insistaient sur ce côté sur cette méconnaissance et ce manque d'intérêt. Et pourtant, l'historiographie marocaine, on a tendance à l'oublier, elle est extrêmement riche, et peut-être qu'elle est l'une des plus riches du monde musulman. D'abord, c'est un rappel important qui consiste à dire que les historiens anciens, les historiographes, étaient en général doublés de théologiens. Okay. Donc ils inscrivaient l'histoire dans la catégorie du champ des sciences religieuses. Pour quelle raison ? C'est-à-dire qu'on va insister sur sa dimension civique, religieuse, philosophique. Il y a un auteur Soyouti égyptien qui disait, il résumait ça en substance sous forme d'une métaphore, en disant en substance que celui qui ne connaît pas l'histoire est semblable à celui qui monte une bête aveugle et qui se perd et qui perd son chemin. Donc voilà. Donc et au fait, donc cette historiographie par essence, elle est étroitement liée à la formation du royaume du Maroc et étroitement liée à la formation à l'espace musulman. Et elle a produit un nombre impressionnant d'ouvrages de différentes catégories. On va trouver par exemple des annales dynastiques, des monographies de région, des ouvrages biographiques, les fameux Kutub at-Tarajim, des textes hagiographiques, et j'en passe. Et puis, à côté de ça, et même si ça ne rentre pas tout à fait dans la catégorie histoire au sens strict du terme, eh ben, c'est tout de même un excellent baromètre pour connaître l'histoire des mentalités. Et je vise là la culture populaire. Tout ce qui est conte, épopée, mythe, c'est un miroir fascinant quand même de l'imaginaire collectif. Donc on a eu des genres comme ça majeurs, extrêmement importants. Donc ça c'est une partie de notre historiographie qu'il a racontée. Et puis à partir du XVIe siècle, il y a un regard qui a commencé à s'opérer depuis l'extérieur, qui a été véhiculé principalement par des missionnaires européens bien sûr, des diplomates étrangers, avec évidemment une vision emplie de ces subjectivités. Et cette subjectivité, elle va s'amplifier davantage durant la période coloniale, déjà depuis la période impérialiste et précoloniale, où certains intellectuels ont joué un petit peu le rôle d'éclaireur pour le système colonial, dans le sens où l'objectif est de connaître la société pour pouvoir la contrôler. Et par la même occasion contrôler, diviser pour mieux régner. Et donc jusqu'à quel point on peut se fier à cette histoire-là? Eh ben voilà, donc cette histoire elle est fondée sur des antagonismes flagrants, sur des divisions artificielles. Donc c'est toujours arabe, berbère, juif, musulman, bled marzen, bled siba. Donc c'est facile de voir ce qui se cache derrière en termes d'idéologie et besoin de domination. Et d'ailleurs les Marocains étaient comment dire privés de l'enseignement même de leur histoire et ils devenaient des objets d'étude et non pas des acteurs à part entière. Et c'est pas pour rien que dès l'avènement de l'indépendance, il y a un mouvement qui a vu le jour et qui a veillé à ce qu'on a appelé une décolonisation de l'histoire et une réappropriation de cette histoire. Et c'est comme ça qu'on a vu des figures majeures comme Abdel Alaoui, comme Germain Ayache. D'ailleurs, il y a le professeur Mohamed Mansour, il avait fait une thèse
sur le sujet, et il avait, lui, classé disons, l'historiographie postcoloniale en 2 grandes phases. Il avait parlé d'une phase postcoloniale vers 1956, je crois, 76, qui était davantage marquée sur la remise en question de l'historiographie coloniale et l'affirmation de l'identité marocaine. Et puis ensuite, il y a eu une phase qui a été davantage ouverte sur les sciences sociales, sur les sciences humaines, sur les monographies, et puis évidemment sur les sources locales, sur les sources authentiquement marocaines. Donc c'est juste pour dire qu'en fait tout cet engouement pour l'histoire, c'est un renouveau et c'est une forme de renaissance en même temps. Donc pour répondre à la question de savoir comment faire la part des choses, eh ben, il y a des questions évidentes à se poser. La première, c'est d'abord qui parle, quel est l'objectif précis. À partir de quelle perspective? Voilà, exactement, tout à fait. Tu as parlé des historiens de l'islam, après les historiens occidentaux qui ont accompagné le mouvement colonisateur. Mais alors le Maroc avant l'islam, parce que l'histoire de la région elle est beaucoup plus ancienne. Il y a d'autres dynasties qui se sont succédées sur ces terres, et donc personnellement, souvent lorsque j'entends dire que l'histoire du Maroc, le Maroc a une histoire de 12 siècles, je me dis pas que, parce que l'histoire est beaucoup plus ancienne. D'ailleurs, ça a fait l'objet de l'un de tes ouvrages sur, je pense, les chroniques insolites de notre insolites. Et en fait, on comprend qu'il y a une continuité qui remonte à beaucoup plus, à beaucoup plus longtemps. Tout à fait. Et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'on a comme traces et comme documents de ces périodes avant justement l'avènement de l'islam dans la région, et quelle place on lui réserve dans l'histoire du Maroc? Oui, justement, donc toute cette historiographie, justement, du fait de son attachement à la fondation du royaume musulman du Maroc, a fait table basse sur les anciens royaumes ou chrétiens ou d'autres obédiences qui ont existé auparavant, et du fait qu'elle soit évidemment attachée à l'espace musulman, elle a préféré choisir une période bien précise qui est l'avènement de l'islam, et même là encore des fois de manière arbitraire, parce qu'on commence avec le royaume idrisside, mais il y a eu d'autres mini-États qui ont vu le jour au Maroc, le royaume de Nekour dans le Rif, le principauté de Beni Midrar à Sijil Massa, tout de même plusieurs années avant la fondation même de la ville de Fès. Donc même dans cette histoire et le moment qu'on a choisi pour en faire la genèse, là encore il y a à boire et à manger, et donc le grand perdant au fait c'est la période anté-islamique. Or cette période anté-islamique est extrêmement importante parce qu'elle permet d'abord de mettre l'accent sur nos ancrages africains, sur nos interactions méditerranéennes. Le Maroc n'a pas surgi brusquement sur la scène régionale ou internationale au 7e siècle. Le Maroc n'est pas une ligne droite, c'est une starification, c'est de langue, de mémoire, de route à la fois spirituelle, intellectuelle, commerciale. Et donc là, il y a un vide par rapport à cette histoire. Et pour y pallier, justement, dans Histoire inattendue du Maroc, je consacre, c'est un ouvrage qui est fondé c'est-à-dire construit sur la base de chroniques thématiques et en même temps chronologiques, qui commencent depuis les origines. Donc, je veille à montrer l'ancrage africain du Maroc, mais aussi ses interactions avec le monde méditerranéen, avec le monde grec, avec le monde romain, les royaumes pré-islamiques, les religions anciennes, non seulement le judaïsme et le christianisme, mais aussi le zoroastrisme et les religions qui sont venues de Perse dans les temps anciens, comme ça a été le cas pour d'autres régions du bassin méditerranéen. La présence de la religion chrétienne sous sa variante arianiste, qui proclame la transcendance divine absolue et qui permet de comprendre comment une religion comme l'islam a pu s'implanter avec cette facilité sur la terre chrétienne. Il y avait déjà une base. Voilà, parce que évidemment les visions, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident,
dans ce souci d'assimilationnisme ou pour mettre l'accent sur leur aspect civilisateur, ont davantage mis l'accent sur les croyances panthéistes, païennes, etc., sans vraiment focaliser sur cette dimension monothéiste profonde et qui, elle, a permis justement de comprendre comment l'islam s'est implanté avec cette facilité, d'où l'intérêt justement de revenir à cette histoire. C'est pas un déni de ce qui va venir après, parce qu'on est quand même dans une forme de continuité qu'il est très important de mettre en avant. Alors, aux côtés des ouvrages scientifiques et des recherches historiques, disons sérieuses, il y a le storytelling qui parfois simplifie l'histoire, la rend plus croustillante, plus anecdotique. Alors, comment pour quelqu'un qui travaille sur l'histoire et pour un lecteur lambda comme moi, comment juguler justement cet aspect un petit peu séduisant de l'histoire, de l'anecdote, pour prendre l'histoire telle qu'elle est dans son ensemble et ne pas s'arrêter aux anecdotes, parce que l'histoire n'est pas faite que d'histoires croustillantes et de Oui, effectivement, depuis qu'il y a eu ce succès de l'histoire, il y a forcément le revers de la médaille. Évidemment, il y a beaucoup de points positifs parce que s'évertue à rendre cette histoire plus humaine, plus vivante, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais ceci dit, il faut garder à l'esprit le sens de la méthode parce que la rigueur, elle s'impose de toute manière, quoi qu'il en soit. Évidemment, si on est dans un format où on déclare d'entrée de jeu les cartes et qu'on expose le caractère purement fictionnel, inspiré de faits historiques, etc. Là, en tout cas, les cartes sont claires. Là où ça pose problème, c'est quand on se retrouve dans un système où on prend une anecdote et on la diffuse comme ça de manière, je veux dire, dépourvue de toute contextualisation. Et le pire des fois, c'est en s'affranchissant au fait de toutes les règles du métier, c'est-à-dire absolument aucune rigueur, aucune source, aucun respect pour le travail des chercheurs, et donc forcément le lecteur il se perd. Et donc là il y a des outils, là encore pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est carrément de se poser la question, là encore. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est d'informer? Est-ce que c'est de divertir? Est-ce que le but est d'émouvoir? Qui parle exactement? De quel bord il se situe exactement? Quelles sont les sources sur lesquelles il s'appuie? Donc des choses comme ça qui sont extrêmement simples et voilà, et donc qui nous permettent un petit peu de nous retrouver, parce que on peut raconter évidemment l'histoire de différentes manières, mais on peut pas raconter n'importe quoi. Je vais pas raconter des histoires. Justement, en parlant des histoires, moi je pense au cinéma, il y a chaque année, alors malheureusement dans le cinéma marocain, l'histoire ça ne semble pas être un genre apprécié par les cinéastes, mais de par le monde, nous avons des chefs-d'œuvre de films historiques, et où beaucoup de justement cinéastes parfois prennent des libertés avec l'histoire. Et puis lorsqu'on est bien intentionné, parce que parfois le cinéma historique peut carrément devenir servir la propagande, propagande. Oui. Alors justement, ça c'est très problématique. Il y a une étude qui a été faite dans une université canadienne d'histoire, où les professeurs avaient remarqué que même les étudiants en histoire préféraient regarder les films plutôt que de plonger dans les manuels d'histoire sérieux et tout ça. Et donc du coup, en fait, lorsqu'on regarde un film, on adopte forcément le point de vue du cinéaste. Et est-ce que toi, par exemple, en tant que chercheuse en histoire, est-ce que tu as déjà été confrontée à cette situation-là, où de regarder un film et de te dire mais ça c'est pas la vraie histoire, et d'avoir cette frustration de constater que les gens peuvent être menés en bateau
Oui, voilà, oui, bien sûr. trempé quelque part par le cinéma et le cinéaste. Oui, oui, bien sûr, absolument. Qu'il s'agisse d'ailleurs de cinéma ou qu'il s'agisse même d'œuvres littéraires. Oui, c'est ça, d'œuvres littéraires qui se présentent comme étant des romans historiques, par exemple, et qui n'ont d'historique que le nom, parce qu'il y a des anachronismes, il y a voilà, des faits qui ne collent absolument pas du tout à la réalité. Moi, j'ai vu la dernière fois une série où j'étais amusée parce qu'il montrait des personnes noires de peau qui avaient un statut privilégié à la cour. Or, nous connaissons très bien le contexte de l'esclavage et de toutes les théories raciales et racistes qui allaient avec. Et donc, c'est des anachronismes comme ça extrêmement flagrants. On peut le voir dans les costumes d'ailleurs, où des fois on a des costumes néo-modernes, etc. Bon, c'est amusant, mais là, c'est presque du second degré parce qu'on regarde et on se rend bien compte que la réalité historique, elle est ailleurs. Oui, mais quand on est à ta place, tu connais très bien l'histoire, mais est-ce qu'il n'y a pas cette frustration de dire, il y a d'autres personnes qui connaissent pas vraiment l'histoire et qui peuvent y croire. Tu as cité par exemple les ouvrages pas ouvrages fictionnels, mais les ouvrages coloniaux sur l'histoire du Maroc, et moi je me pose la question, est-ce que des fois ça peut pas faire du mal, dans le sens où ça va donner à des gens une fausse image ou une fausse histoire sur leur propre pays. De toute façon, je pense que l'objectivité n'est pas de ce monde, mais l'honnêteté intellectuelle, si. Même dans les œuvres coloniales, on va trouver des choses d'une précision, je dirais toute martiale, parce qu'il y a des documents qui ont été fournis par les services du protectorat ou même un petit peu avant, qui sont des documents d'une précision rare. Des fois, on va décortiquer une région, le nombre de tentes, le nombre de nouala, le nombre de zaouïas, le nom du khaïl, le nom des élites, le nombre de confréries, etc. D'ailleurs, ils me servent de documents d'études. Après, au détour d'une phrase ou de choses comme ça, on va bien percevoir quelques clichés, etc. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens pour pouvoir analyser ce type de documents, ne jamais rien prendre pour un fait comptant. Et pour toute personne qui travaille dans l'histoire ou qui parle d'histoire dans l'espace public, je pense qu'il y a une responsabilité qui est extrêmement importante. D'abord, je pense que notre rôle n'est pas de donner des certitudes. C'est plutôt la méthode, au fait, qu'il faut donner, des outils, au fait, pour décortiquer, et pas des dogmes. Donc, c'est cet esprit critique qu'il faut pouvoir cultiver. Parce que même l'histoire n'est jamais totalement figée. Et d'ailleurs, c'est ce qui montre l'intérêt manifeste qu'on porte à cette histoire. Autrement, je pense que ça fait très longtemps qu'on se serait dit, maintenant, on sait tout, on ferme la page. Mais au fait, chaque génération qui arrive, elle se pose ses propres questions, elle ouvre de nouvelles perspectives, elle ouvre des archives aussi par la même occasion. Et donc, c'est pas un musée, c'est pas quelque chose qu'on enferme dans une vitrine. C'est une perception qui est changeante et qui, bien sûr, qui nous interroge et qui, voilà. Alors, au-delà de changer les faits, on peut avoir pour le même fait, d'ailleurs ce sont des choses que nous vivons actuellement, pour le même fait des interprétations complètement différentes et parfois qui s'opposent l'une à l'autre. Pour moi, c'est là la difficulté de l'histoire, c'est que chacun peut la lire, peut lire les mêmes faits selon sa perspective, son vécu, ses intérêts aussi. Oui, en histoire, oui, bien sûr, on est confronté à une multiplicité de lectures parce que rien n'est totalement figé, et puis chacun a ses propres perceptions, a son propre baromètre pour mesurer les choses. Donc forcément, les perceptions vont changer, mais les faits, eux, ne changent pas. Les faits sont là, les dates sont là. Mais les faits peuvent être interprétés de moult façons et parfois c'est déroutant.
Oui, c'est déroutant, mais disons que à partir du moment, tout dépend comment l'histoire elle est racontée. Est-ce qu'elle est dans un cadre fictionnel ou est-ce qu'il s'agit d'un ouvrage théorique? Si c'est un ouvrage théorique, on va donner les faits, on va faire aussi une analyse parce que le rôle de l'histoire, c'est aussi d'analyser, de comparer, de contextualiser. On peut pas donner des événements sortis de leur contexte, donc c'est un tout. Et puis en même temps, l'histoire, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on tait. Et ça, c'est très très important. Et ces silences aussi de l'histoire ne sont pas neutres. Ils permettent de comprendre des rapports de force. Et donc, si on prend en compte ce qui se lit et ce qui se devine entre les lignes, là, on élargit la vision. Et donc, tout, au fait, est dans l'esprit critique. Donc, cet esprit critique, il va rester absolument vif. Et donc, c'est valable pour tout, d'ailleurs. C'est valable quand on regarde les informations, quand on lit un journal, quand on lit un article de presse. Cet esprit critique doit toujours être aiguisé pour essayer de faire la part des choses par rapport à une production qu'on nous livre. Tu as dit que l'histoire c'est aussi se compter et automatiquement j'ai pensé à c'est une thématique qui est très actuelle à toutes les femmes qu'on a invisibilisées de l'histoire. C'est d'autant plus intéressant que tu as déjà écrit un livre sur des figures féminines. Alors dans les faits, dans les documents dont on dispose, quelle place l'histoire du Maroc a laissé aux femmes importantes du Maroc. Hein. Je vais pas parler de toutes les femmes, mais au moins les fondatrices, disons. Tu disais tout à l'heure que l'histoire était racontée par les vainqueurs, et c'est vrai que des fois, les vainqueurs, on les confine aux conquérants, disons, étrangers, extérieurs, ce qui est le cas, et aussi, évidemment, les idéologies dominantes, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, mais des fois, ces forces, ces vainqueurs, ils sont intérieurs, ce sont les nôtres. Oui. Ce sont les nôtres. Ça peut être, par exemple, des élites intellectuelles citadines qui, pour certaines d'entre elles, ont invisibilisé le monde rural, malgré le rôle fondamental qu'il a joué dans l'histoire du Maroc. Ça peut être pour toutes les franges patriarcales pures et dures qui ont totalement marginalisé le rôle des femmes, parce que l'histoire a souvent été racontée par les hommes et pour les hommes. Et donc là, c'est quand même déplorable de constater au fur et à mesure de mes recherches qu'il y a des femmes absolument fascinantes qui ont marqué l'histoire du Maroc. Zohor la Ouattacide, elle a régné sur la ville de Fès. Elle a régné une année, mais elle a tout de même régné pendant une année, pendant une période très très charnière de la fin de la dynastie mérénide, de l'avènement de leur ancien vizir Ouattacide au pouvoir. Absolument aucune information sur ça. Des fois, au détour d'une phrase, on va trouver comme ça une femme qui a comme ça émergé, une femme médecin. J'avais fait des séries de portraits sur le site d'information Le 360 que je suis en train de préparer actuellement avec Le 360 en format livre. Et évidemment, j'ai essayé de mettre en avant le rôle de ces femmes, mais il y a une pauvreté documentaire qui est affolante. Donc on est obligé de se concentrer sur le contexte, sur les figures familiales masculines pour essayer de deviner la vie qui aurait été celle de cette femme qui est absolument absente dans les sources, à part des petites mentions sporadiques. On les connaît toutes maintenant, les Zainab, les Kenza, les Aurabia, etc. Mais elles sont Al-Hurra, etc. Mais quelles sont les sources? Al-Hurra, heureusement, il y a des documents étrangers qui en parlent très bien, espagnol et portugais. Très peu malheureusement, les sources marocaines, évidemment quelques historiens comme Mohamed Daoud et tout, mais ça reste quand même assez sporadique. Et puis, j'ai travaillé, par exemple, dans mon roman Bent Omer, tous les derniers jours dévoilés. C'est ma vengeance de femme. Je me dis, à partir du moment qu'on prend la plume et qu'on explore cet univers, autant rendre justice à ces femmes. Donc, derniers jours dévoilés, évidemment avec un V majuscule parce qu'il s'agit de Saria Al-Moravide, les Moulat Samoun. Et j'ai essayé de
de raconter les derniers jours de cette dynastie qui est évidemment partie dans les fracas et dans un bain de violence sous l'impulsion du mouvement almohade à ses débuts. Et la perspective, elle est féminine parce que le livre est divisé en 3 parties et chacune des parties emprunte une vision féminine qui est celle d'une princesse qui a réellement vécu. Il y a Soura qui est la fille de Youssef Ben Tachfin, la sœur de Ali Ben Youssef Ben Tachfin. Il y a le personnage de Mimouna qui est pareil, a réellement existé et dont c'est fiction, mais c'est quand même basé parfaitement sur des documents vrais. Et puis à la fin, il y a un personnage qui est fabuleux, qui est le personnage de Fannou, qui elle était carrément une guerrière et qui avait combattu les armes à la main au moment où les Almohades sont rentrés dans la Qasba émirale après le long siège et impitoyable siège de la ville de Marrakech. Donc les femmes, elles sont là, elles ont joué un rôle en dehors de celui de femmes lascives, comme dans les portraits un petit peu orientalisants dans leur harem, à se gaver de sucreries, à jouer des instruments de musique. Non, elles ont joué un rôle de premier plan dans la vie politique même, en étant des conseillères de grands sultans, en étant une personne comme Khnassa bint Bakkar, par exemple, a joué un rôle politique déterminant, conseillère de Moulay Ismaïl, mais après on va retrouver sa place dans tout ce qu'elle a entrepris pour installer son petit-fils Mohammed Ben Abdallah au pouvoir après la longue crise de succession qui a duré 30 ans. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là et donc il est temps et donc ça fait partie justement des efforts que nous devons faire, que ce soit dans le domaine de l'enseignement ou autre, pour rendre toute leur place à ces figures un peu oubliées. Alors je pense justement à ce qui circule dernièrement sur Fatima Fihriya, comme quoi elle n'a jamais existé. Tu en penses quoi? Oui, je pense que le buzz, ça a du bon. Je pense que le buzz, ça a du bon. Bon, là, vous savez, des fois, vous savez, l'histoire, c'est une science, mais ce n'est pas une science exacte. Donc, il est très difficile de trancher de manière radicale, à moins de documents clairs et nets. Il y a des sources qui parlent de la fondation, des sources anciennes, j'entends, médiévales, qui parlent de la fondation de la Qarawiyyin par Fatima al-Fihriya. Il y a d'autres sources un petit peu plus tardives qui empruntent d'autres versions. La seule chose qui me dérange un petit peu dans ce type de démarche, ce n'est pas la remise en question ni des préjugés, ni des clichés, ni des versions établies qui ont tellement circulé qu'elles sont données pour argent comptant. Oui. Ce n'est pas ça le problème. Moi, ce qui me dérange dans ce type de construction, c'est leur aspect sensationnaliste qui vise d'abord particulièrement le buzz, parce que évidemment ça fait bien sur les réseaux sociaux, ça fait générer des vues et des vues et des vues, et on en sort avec quoi au final? Maintenant, oui, si on peut étayer cela sur la base de documents concrets, d'archives, je pense qu'on serait tous bien avancés. L'annonce est toujours plus plus fracassante que la recherche et le travail et le débat surtout. Alors, tu as parlé des réseaux sociaux justement. On a vu fleurir ces dernières années plein de formats, de podcasts, déjà sur YouTube, maintenant avec TikTok, avec Instagram. Et en fait, c'est assez charmant quand on voit, quand on regarde. Ça raconte de petites histoires courtes, mais et ça peut être juste. De bout en bout, franchement, bien documenté, tout ça. Parfois, c'est bien sûr, il y a de tout. Il y a du téléphoné, du travail un petit peu bâclé, mais il y a aussi du travail documenté, tout ça. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas un problème pour justement l'histoire que de raconter ces histoires courtes, c'est-à-dire enlever tout le côté, tout le détail. Décontextualiser parce que effectivement pour raconter une histoire courte c'est-à-dire qu'on va la raconter hors de son contexte. Est-ce que ça ne fait pas du mal à l'histoire quelque part? Oui, parce que la force de l'histoire, c'est justement
toute la profondeur de Mhm. perspective qu'elle peut offrir. C'est le ton long, c'est aussi l'art de la nuance, parce Absolument. que c'est pas tranché comme ça de manière définitive, de manière à ce qu'on puisse boucler ça en 2 ou 3 C'est phrases. exactement ça. Voilà, donc ça c'est le premier point. Évidemment, sur l'intérêt de ces podcasts, il n'y a absolument rien à dire. Il y en a qui sont extrêmement intéressants. Je ne ferai pas de classification brute, mais on dira qu'il y a quand même une catégorie qui est là, avec une véritable vocation d'informer, avec des sources. Et puis, on a d'autres, absence totale de sources, absence de références. Des fois, c'est du plagiat pur et dur. Moi, j'ai vu des choses effroyables où on pique du texte, on pique des illustrations et on écrit en bas tout droit, tout droit, protégé. Enfin, je sais pas quelle est la formule légale, mais ça me fait rigoler. Et puis encore pire, on ne se rend même pas compte du biais, au fait, qu'on est en train de véhiculer, et par la même occasion du mal qu'on est en train de faire. Donc là, évidemment, on revient à ce qu'on se disait au début. Il faut s'armer d'un esprit critique quand même assez solide. La vulgarisation en elle-même n'est pas du tout un problème, mais bon, comme a dit quelqu'un un jour en commentaire à une vidéo d'un célèbre podcasteur, je sais pas comment ça s'appelle, il a dit il faut pas confondre vulgarisation et vulgarité, parce que sous prétexte de faire jeune, de faire accessible, on est tombé dans de l'argot de bas étage, etc. Donc, je pense que voilà, il faut garder, et puis surtout garder la méthode et garder la rigueur académique. Et tout l'enjeu est là, c'est de pouvoir allier la rigueur académique avec je veux dire l'accessibilité au grand public, et en même temps pouvoir transmettre cette complexité en restant vivant, en restant et surtout, en fait, respecter les contextes, c'est ça, respecter les réalités des époques. Aujourd'hui, présenter par exemple des femmes fortes, moi je trouve ça magnifique et admirable, mais leur donner un engagement féministe. Il y a 6 siècles ou 7 siècles, peut-être que ça n'a aucun sens. Oui, c'est de l'anachronisme. C'est de l'anachronisme simple. Et justement, ça, on le voit d'ailleurs dans certaines fictions de Marocains et de Marocaines. Mais voilà, quoi. Ce sont des choses, pour moi, comme tu viens de le dire, vulgarisation ne veut pas dire forcément rendre les choses mâchées. En fait, l'histoire, pour que ce soit digeste, pour que ce soit facile à gober pour le grand public. C'est ça, absolument. Ouais. On est aussi dans une ère qu'on nomme l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que la réalité, les faits importent peu ou beaucoup moins en tout cas que l'émotion et la croyance. Aujourd'hui, même si un fait est établi, ça ne veut rien dire, hein. On peut vouloir l'interpréter de plusieurs façons différentes, quitte à dénaturer un petit peu le fait. Est-ce que l'histoire, la grande histoire, a déjà souffert de ça, ou est-ce que c'est un fait nouveau, et comment justement le combattre, comment l'affronter en tout cas? Oui, je pense que la post-vérité n'est pas quelque chose de récent, de caractéristique de notre époque. Ce qui change peut-être, c'est surtout l'ampleur et la vitesse avec laquelle circule l'information. De tout temps, les faux récits, l'instrumentalisation du passé, des orientations au fait et les lectures biaisées et orientées de l'histoire ont circulé. On peut bien sortir des listes d'historiens qui ont écrit pour plaire aux puissants, pour imposer une vision du monde ou une idéologie. Et donc l'histoire ou le récit historique ou la vérité historique a dû se frayer au fait un chemin, au fait entre ses croyances, entre les émotions, entre les rapports de force. Et donc les rapports de force sont là et complètement omniprésents.
Et donc, évidemment, pour s'en prémunir, on revient à ce qu'on a dit depuis le début. Donc, il y a des outils très, très clairs. À chaque fois, c'est exactement les mêmes questions. On sait qui parle, quel est son but exactement, sur quoi il se base comme élément concret, comme source. Parce que là, il ne s'agit pas de s'appuyer sur une source ou deux. Il s'agit de recouper un ensemble de documents pour dire à partir d'où on parle exactement. Alors, tu parles d'apprendre une méthodologie... c'est un apprentissage et ça nous ramène à la question sur l'éducation nationale dont tu as parlé au départ. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enseigner l'histoire seule ne suffit pas, mais il faut avoir aussi enseigné comment appréhender l'histoire et les différentes versants de l'histoire. Et donc, en fait, c'est un autre travail à faire au sein de l'école de l'éducation nationale et puis dans l'université aussi. C'est-à-dire avoir cette méthodologie-là pour analyser. Aujourd'hui, s'il y a une opportunité de réformer l'enseignement public, l'enseignement de l'histoire, et qu'on te donnait cette possibilité de dire vas-y, montre-nous comment enseigner l'histoire aujourd'hui. Déjà, une question qui est très importante à moi, parce que moi je retenais jamais les dates. Est-ce que tu offrais une matière notée? Est-ce que tu offrais une matière notée? Oui, bien sûr, et je serais très sévère. Parce que moi j'oubliais toujours. J'étais nulle en histoire géo. Mais figure-toi que j'oublie. Et pourtant je m'intéresse à l'histoire. Figure-toi que j'ai un grand problème avec les dates. Jusqu'à aujourd'hui, je retiens peu de dates. Voilà, ça c'est un secret entre nous. C'est plus un secret maintenant. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment du mal avec les chiffres, mais c'est pas le plus important au final, parce que on s'appuie sur des documents. Quand j'écris, je vérifie, mais c'est vrai comme ça de mémoire, j'ai tendance à me perdre des fois avec les chiffres. Ceci étant dit, donc pour revenir à notre question et à l'enseignement de l'histoire à l'école. Il y a un point qu'on a abordé tout à l'heure et qui me paraît primordial, c'est celui justement d'aborder toute cette période anté-islamique qui est d'une extrême richesse et qui fournit au fait des éléments qui permettent de comprendre ce qui a structuré en profondeur l'identité marocaine. Donc je pense que cette période-là, ça me paraît primordial. Et puis, il y a un deuxième point aussi qui est important, c'est que de pouvoir au fait faire coexister la culture livresque, qui elle est présente, le côté docte, savant, etc., d'intellectuels bien installés, mais il y a aussi de grands pans de notre mémoire populaire qui gagnent à être intégrés. Et là, on est vraiment dans ce qui est authentiquement marocain, dans ce qui nous parle directement. De pouvoir faire mixer les deux ne peut donner qu'une richesse extraordinaire au récit national et la rendre attractive sur le plan pédagogique. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, dans un manuel, de mettre des quatrains de Sidi Abdelrahman Al-Mejdoub, de Sidi Qadr Al-Alami, de Sidi Mohamed El-Behloul. Voilà, donc bien sélectionné, évidemment, parce que là encore, comme pour tout le reste, il y a à boire et à manger, mais il y a des textes d'une profondeur mystique ou d'une réflexion même sociale qui est propre à leur époque, qui mérite tout l'intérêt. Et puis je dirais aussi que peut-être on pourrait faire une jonction entre l'histoire et la mémoire. Et les deux, évidemment, ne sont pas du tout la même chose, parce que la mémoire, elle est affective, elle est fragmentée, elle est sélective, elle s'adresse aux individus, aux collectivités, et puis elle parle aux émotions, elle est dans les célébrations, dans les commémorations, dans les souvenirs. L'histoire a un côté beaucoup plus carré, elle comprend plus qu'elle ne cherche à juger, elle analyse, elle compare, etc. Et donc de pouvoir justement faire le mix entre les deux, ça donnerait là encore une très très grande richesse, parce que les deux jouent un rôle complémentaire. La mémoire peut enrichir le récit historique, et puis en même temps le récit historique peut lui-même essayer de donner des éclairages pour comprendre la mémoire ou pour l'apaiser. Donc je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu au fait et peut-être il y a aussi un autre point très très important
pour rester un petit peu dans cette logique, et c'est un point qu'on a abordé tout à l'heure, mais puisqu'on parle d'enseignement, donc c'est restituer un petit peu ces points qui ont été dits, c'est de donner toute leur place à ces figures oubliées, y compris les femmes, au monde rural, dont on a parlé tout à l'heure, où on a dit qu'il a été invisibilisé parfois par certaines élites intellectuelles citadines, et lui donner toute la place qu'elle mérite en sortant un petit peu de ce carcan trop institutionnel, trop carré, trop rigide, étant entendu que l'histoire n'est pas faite uniquement par des grands noms, mais par des millions de trajectoires totalement invisibles et qui ont joué un rôle déterminant dans les dynamiques sociales, économiques, politiques. Absolument. Donc, si on oublie ces éléments-là, c'est comme si, au fait, on oubliait un pan essentiel de l'histoire et qu'on offrait une histoire tronquée et absolument pas du tout inclusive. Et sur les personnages aussi, qui ne sont pas forcément dans les palais, mais qui font la vie sociale, économique et politique d'une période donnée. Et sur la question de la méthodologie, moi je pense que comme pour la philosophie, comme pour ces matières-là qui invitent à la réflexion et surtout qui sont sujettes à l'instrumentalisation, à la propagande comme l'histoire, est-ce que tu penses que dès l'école, disons, les collèges, lycées, on doit être capable de faire le tri et d'être capable de juger ce qu'on lit et d'avoir ce recul-là, de se dire qui parle depuis où il parle et quel est son intérêt à raconter cette histoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à l'école? Je pense qu'il faut l'apprendre dès les premières classes. Je pense que c'est le devoir des parents de l'apprendre à leurs enfants dès qu'ils sont en mesure de comprendre et de parler. C'est de développer l'esprit critique. Rien ne doit être donné comme étant une vérité absolue et une certitude. Il faut toujours développer cet esprit critique et faire, malheureusement dans nos cultures, sans vouloir généraliser, mais on a toujours tendance à, en fait, une certaine acception de l'éducation fait que le petit doit écouter, doit se taire devant tout ce qui représente l'autorité, les parents, le maître, etc. Oui, c'est bien, le respect est une chose, la discipline est une chose, mais l'esprit critique en est une autre. Un enfant, dès le bas âge, il doit être en mesure de dire « Non, pourquoi? Je suis pas d'accord, explique-moi. Non, je pense que c'est plutôt comme ça. » Et au contraire, il faut écouter et il faut encourager ces démarches qui poussent à la réflexion, qui poussent à l'interrogation, qui n'acceptent pas tout comme étant une vérité absolue, installer justement ce doute méthodique qui permet d'avancer, qui permet de se faire son propre chemin. Je pense que c'est capital, qu'il s'agisse de l'histoire ou d'autres disciplines. Alors, tu as une série de podcasts, de capsules sur les figures importantes de l'histoire du Maroc. Aujourd'hui, ça va se présenter sous le format d'un livre publié justement par le média dans lequel tu travailles, le 360. Est-ce que les médias font assez ce travail sur l'histoire, ou est-ce que tu sens que l'histoire, c'est la grande oubliée de nos médias? Quand je parle médias, je parle surtout de télévision, de médias Oui. En tout cas, moi, c'est pas pour jeter des fleurs à mon boss, ni aux médias avec lesquels je collabore, mais je suis très contente parce que le jour où j'ai proposé ces capsules, ça a tout de suite, ça a été oui. Et le jour où j'ai eu envie de les restituer sous forme de livre, parce qu'on est arrivé à une centaine de portraits, le jour où j'ai eu envie de le regrouper en livre, tout de suite, donc cette confiance en mon travail et en la thématique est évidemment très encourageante. Évidemment, je vois de temps en temps, au détour comme ça de mes lectures, des articles sur l'histoire. Je ne parle pas de
journaux spécialisés, mais il y a cet intérêt pour l'histoire, on va le retrouver. De toute façon, cette histoire, elle est importante, ne serait-ce que pour décrypter l'actualité. Comment veut-on décrypter l'actualité nationale sans un retour vers cette histoire? Dans les chroniques, par exemple, que je fais même par écrit sur le site Le 360, j'essaye, dans la mesure du possible, de regarder l'actualité à la lueur de l'histoire. Et quand on prend cette perspective historique, tout de suite, on prend un recul qui est incroyable. Et on analyse les choses de manière différente. Donc, le rôle de l'histoire est capital. Donc, pour rester juste sur cette thématique de l'histoire et les médias, surtout la télé, hein, pour moi. Mais à la télé, malheureusement, je pense quand même qu'il y a quelques émissions en rapport surtout avec la mémoire. Donc, on avait bien dit tout à l'heure que c'était pas tout à fait la même chose, même si ça joue des rôles complémentaires et que on peut faire la jonction un petit peu entre les deux pôles. Mais des émissions strictement historiques manquent. C'est le cas d'ailleurs pour le cinéma aussi. Et ouais, c'est... Alors, ça me fait me poser une question, il faut absolument que je la pose. Est-ce que l'histoire peut faire peur? Mais bien sûr que ça fait peur. D'accord. Mais bien sûr que ça fait peur. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas... Mais justement, est-ce que c'est... je me pose la question comme ça, parce que à partir du moment où on veut pas se saisir de quelque chose d'aussi important que l'histoire, ça me pousse à me poser la question, est-ce que ça fait peur à justement aux médias ou aux officiels, à l'éducation nationale, de justement rendre l'histoire accessible à tout un chacun? Bon, l'histoire, c'est clair que c'est assez sensible à la question de l'instrumentalisation, parce que l'histoire, elle peut construire une mythologie nationale, elle peut construire des identités, elle joue sur des thématiques quand même fondamentales. Donc, c'est sûr qu'il faut la prendre avec beaucoup de délicatesse. D'ailleurs, moi, j'admire les personnes qui, comme ça, appréhendent des questions sans prendre les pincettes, parce que c'est pas dans le sens d'avoir peur, c'est juste qu'il faut s'armer, se blinder d'une bibliographie très imposante, voilà, et accorder tout le temps qu'il faut et toute la méthode qu'il faut pour fournir un travail rigoureux et puis insister sur cette complexité, parce que justement, il faut dire que tout est dans la nuance, les choses ne sont pas tranchées comme ça de manière radicale donc cette nuance, elle est extrêmement importante. Oui, alors on a peur, oui, je pense qu'il y a de la peur. Mais il y a aussi de la précaution. Je pense que c'est la solution de facilité. Oui. Pourquoi je vais m'emboucaner à aller faire un film historique quand je peux faire du n'importe quoi et avoir un gros budget, voilà. Et donc évidemment, on se cache toujours derrière les budgets. Or, on a bien vu, par exemple, pour des films turcs ou des séries turques, que des fois, c'est tourné entre quatre murs. Absolument. Et voilà, c'est pas les quatre murs qui manquent. Hein. On a des riads, on a des palais, on a des palaces, on a des paysages fabuleux. Les paysages leur font peur. On a des figures historiques qui peuvent donner des portraits époustouflants. Des rois, moi je pense à un personnage comme Moulay Ismail, je pense à Ahmed Mansour Dahbi, mais ce serait magnifique. Et puis pour rester juste dans les personnages classiques comme ça, et ça donnerait pour exister dans l'imaginaire des autres, il faut qu'on puisse raconter notre histoire. Voilà. Et je pense que c'est ça et pas autrement. D'autres pays l'ont compris en rapport avec le soft power, donc c'est un formidable outil de soft power pour ne parler que des aspects comme ça qui permettre le rayonnement du Maroc sur le plan national et international. Donc oui, il y a de la peur, il y a de la solution de facilité, il y a l'absence peut-être de formation aussi appropriée, donc on reste sur des thématiques confortables et on oublie ces aspects qui me paraissent essentiels. Et pourtant l'histoire, et ça je tiens absolument à le dire, parce que moi très souvent on me pose les questions quand je fais des présentations de livres ou des conférences, on dit mais quel est l'intérêt de l'histoire? On a l'impression que quand on est dans le domaine historique, c'est comme si au fait on vivait dans les siècles passés avec un regard comme ça passéiste ou décalé. Alors qu'au fait, la grande force de l'histoire, bon, et on a dit tout à l'heure, ça peut permettre de décrypter l'actualité nationale et internationale. Sans les éclairages de l'histoire, des fois on est totalement perdu et on est obligé de revenir à l'histoire pour comprendre ce qui se trame à ce moment-là. Ça crée des connexions, ça parle de nos héritages, ça parle de notre
des différentes interactions qui sont passées le long de notre trajectoire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce levier économique que peut générer une réhabilitation de notre histoire. Alors, je vais donner un exemple tout simple. Comment peut-on développer des régions sans une connaissance approfondie de l'histoire de ces régions? Voilà. Ça peut permettre de développer tout ce qui est en rapport avec l'artisanat, le patrimoine, l'identité régionale, le tourisme, évidemment, avec tout ce que cela représente comme structuration pour l'économie de la région, tous les bénéfices que ça peut générer, par exemple, sur le plan régional. Donc, autant d'éléments qui permettent de dire que on ne peut pas passer sous silence ces différents aspects, donc il est temps de se saisir de cette question-là, qu'il s'agisse du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale, qu'il s'agisse des professionnels du cinéma, qu'il s'agisse des personnes des médias, qu'il faut un peu plus de souplesse. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de liberté de ton. Moi, j'ai pu aborder des thématiques extrêmement délicates sur l'esclavage, sur la conquête du Soudan par les Saadiens, je veux dire, quand même des sujets. C'est quand même un sujet qui n'est pas très abordé, effectivement. C'est ça. Oui. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, on n'est jamais venu me chercher pour couper la tête. Je veux dire, on est dans une ère de liberté qui est quand même incroyable. Parce qu'au fait, à la base, il n'y a ni désir de sensationnalisme, ni de faire le buzz, ni de se fâcher avec les uns ou avec les autres, avec une profonde bienveillance, avec un amour incommensurable pour ce pays qui est le nôtre, et avec cette volonté assumée d'accepter notre histoire dans ces zones d'ombre et dans ces zones de lumière. Alors justement, est-ce que tout le monde est prêt pour accepter l'histoire dans ces zones d'ombre? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de construire ce récit national, de s'unifier autour d'un récit. Le besoin est là, on l'a palpé, on en a parlé au départ. Mais est-ce que tout le monde est prêt justement d'accepter l'histoire avec ses remous, avec ses paradoxes? Tout le monde n'est pas forcément prêt. De toute façon, le récit national, je crois qu'il ne se décrète pas, il va se fabriquer patiemment et collectivement, et puis après, il faut, je veux dire, accepter l'idée de la complexité, l'idée de la pluralité, de la diversité, et puis c'est comme l'histoire du train. Le train, il va être en marche, celui qui a envie de prendre le train, ben marhaba, celui qui a envie de rester attendre sur le quai, un grand bien lui fasse. Voilà. Mais c'est une construction collective, et ce qui est très très important, c'est surtout que avec tous ces éléments pris en considération, à savoir introduire cette idée de diversité, de pluralité, d'englober de larges pans qui ont été oubliés, qui ont été marginalisés, produire une histoire vivante, humaine, attractive, extrêmement rigoureuse et documentée, complexe, avec tout cet art de la nuance qui manque parfois à certains. Et une histoire comme ça ne peut être forcément que solide d'une part, et surtout inclusive, de manière à ce que chacun puisse se dire, en l'écoutant ou en la lisant, je me reconnais dans cette histoire-là. Et là, on aura fait un grand pas en avant. Moulay Hachim, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci à toi. Et on attend la sortie de ton livre pour bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.